Je quittais la messe de 7 heures lorsque le père Jean glissa un petit papier plié dans ma main pendant la bénédiction finale. Ses doigts tremblèrent légèrement, et quand nos regards se croisèrent, je vis quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant sur son visage serein. De la peur pure. Le mot disait simplement « Ne rentrez pas chez vous, courez ». D'une écriture précipitée que je reconnus à peine. Mon cœur s'emballa tandis que je glissais le papier dans mon sac, feignant la normalité devant les autres fidèles qui se saluaient cordialement à la porte de l'église. La brume d'octobre couvrait les rues de notre petit village aux environs de Lyon, et les feuilles sèches dansaient sous les vieux lampadaires, créant des ombres qui semblaient m'observer. Pendant 72 ans, ma routine avait été prévisible et sûre. Mais à cet instant, je sentis que le sol ferme de ma vie quotidienne se brisait complètement sous mes pieds, me laissant à la dérive dans une mer d'incertitude que je ne pouvais comprendre. Je marchais rapidement dans les ruelles humides jusqu'à trouver refuge au petit café de la Paix, près de la place Bellecour, où l'arôme réconfortant du café fort et des brioches fraîchement cuites contrastait brutalement avec l'angoisse qui montait dans ma poitrine. Je m'assis à une table au fond, observant la brume qui s'étendait sur le Rhône à travers la fenêtre embuée, tandis que j'essayais de comprendre le sens de cet avertissement urgent. Le téléphone public à côté du comptoir sonna avec insistance, et lorsque le propriétaire me demanda si j'attendais un appel, quelque chose me poussa à me lever et à répondre. La voix féminine à l'autre bout du fil était paniquée, révélant des détails sur ma famille que je croyais enterrée pour toujours. Elle parla de mon défunt mari Georges, de ses activités syndicales dans les années 70 et des documents qu'il avait cachés chez nous. Mon esprit s'emballa pour relier les pièces, tandis que la femme me racontait que des hommes inconnus avaient envahi ma résidence juste 1 heure après mon départ pour la messe. Je terminai l'appel, les mains tremblantes, et sortis du café, décidée à découvrir la vérité, même si cela signifiait affronter des fantômes du passé que je préférais laisser endormis. Je marchais dans les rues étroites du Vieux Lyon, où les façades Renaissance gardèrent des secrets aussi anciens que les miens, jusqu'à arriver à la petite tabaquerie de Pierre Dubois, ancien compagnon de Georges, à l'époque des luttes syndicales. Je le trouvais en train de fermer le magasin, et quand je mentionnais le mot du prêtre, son visage pâlit visiblement. Pierre me révéla que les documents que Georges avait gardés contenaient des preuves de corruption impliquant des politiciens toujours actifs à Paris, des hommes puissants qui feraient n'importe quoi pour garder leurs secrets enfouis. Le père Jean avait découvert qu'il venait vers me chercher et avait tenté de me protéger, mais maintenant, nous étions tous en danger. Pendant que nous parlions, je vis des ombres bouger dans la rue, et Pierre me murmura que nous devions partir d'ici immédiatement, car nous n'étions plus invisibles. La tension atteignit son paroxysme lorsque nous arrivâmes à l'appartement de Pierre, à l'arrière d'un vieil immeuble avec vue sur la Saône, et trouvâmes le père Jean nous attendant avec une expression grave que je n'avais jamais vue pendant ses sermons dominicaux. Il confirma que les intrus n'étaient pas de simples voleurs, mais des agents engagés pour récupérer des documents spécifiques que Georges avait photographiés des décennies auparavant, des preuves de paiements illégaux et d'accords douteux qui pourraient faire tomber des carrières politiques entières. Le dilemme se présenta à moi avec une clarté brutale. Je pouvais livrer les documents et assurer ma sécurité, ou je pouvais exposer la vérité et affronter les conséquences de défier des personnes extrêmement puissantes. Pierre plaidait pour la prudence, me rappelant mon âge et la solitude dans laquelle je vivais, mais quelque chose en moi, peut-être l'esprit de Georges, ou simplement la dignité que j'avais accumulée au long de 7 décennies, criait justice. À ce moment crucial, je décidai de ne pas être complice du silence qui avait protégé des corrompus pendant si longtemps. Le lendemain matin, avec le soleil doré illuminant les toits typiques de Lyon et l'arôme familier des baguettes fraîchement cuites, emplissant les rues qui retrouvaient lentement leur normalité, je rencontrai Laurent Moreau, un journaliste d'investigation indépendant que Pierre avait contacté pendant la nuit. Je lui remis une boîte à chaussures contenant des photographies, des lettres
et des documents que Georges avait soigneusement conservés. Un matériel qui révélait un réseau de corruption s'étendant de Lyon au couloir du pouvoir à Paris. Tandis que Laurent examinait le contenu avec des yeux expérimentés, je sentis un poids immense se dissiper de mes épaules, comme si je pouvais enfin respirer librement après des décennies à retenir mon souffle. Le père Jean fut discrètement transféré dans une paroisse à Marseille, loin des yeux vigilants des puissants, et ma maison, bien que marquée par l'invasion, resta debout comme témoin silencieux de ma résistance. Pour la première fois depuis des années, je me sentis vraiment vivante, découvrant que même à l'automne de ma vie, il était encore temps de planter des graines de justice et de courage. 3 semaines plus tard, lorsque les premiers articles de Laurent commencèrent à circuler dans la presse française, générant des ondes de choc qui atteignirent jusqu'au palais de l'Élysée, j'étais de retour à ma routine habituelle, mais complètement transformée de l'intérieur. L'enquête entraîna des arrestations et des démissions qui ébranlèrent tard le paysage politique national. Et bien que mon nom n'apparût jamais publiquement, je savais que j'avais fait la différence. Je retournais aux messes de 7 heures, où un nouveau jeune prêtre officiait les rituels avec la même ferveur. Mais je comprenais maintenant que la vraie foi exige parfois le courage d'affronter le mal, même si cela signifie abandonner le confort de l'invisibilité. Pendant les froides matinées d'hiver qui suivirent, tandis que je marchais dans les mêmes rues où tout avait commencé, je portais en moi la certitude que Georges aurait été fier de la femme que j'étais devenue. Le mot du père Jean resta précieusement gardé dans ma Bible, comme un rappel qu'une nuit peut tout changer, et que le passé, aussi enfoui qu'il puisse paraître, trouve toujours un moyen d'exiger justice à travers ceux qui sont assez courageux pour ne pas se taire face à la vérité. Je me réveillais le lendemain avec une étrange sensation de légèreté, comme si j'avais laissé derrière moi un fardeau que j'avais porté pendant des décennies sans m'en rendre compte. La lumière matinale filtrait à travers les rideaux de dentelle que Georges avait choisis pour notre salon. Et pour la première fois depuis sa mort, 5 ans auparavant, je ne sentis pas ce poids familier sur ma poitrine au réveil. Je préparais mon petit déjeuner habituel. Une tasse de café au lait et 2 tranches de pain de campagne avec de la confiture d'abricot maison. Mais tout avait un goût différent, plus intense, comme si mes sens s'étaient réveillés d'un long sommeil. Tandis que je feuilletais le journal local, je cherchais discrètement toute mention des événements de la nuit précédente. Mais je savais que la véritable répercussion prendrait encore du temps à se manifester. Le téléphone sonna 3 fois durant la matinée, mais je ne répondis pas. J'avais besoin de silence pour digérer tout ce qui s'était passé. Par la fenêtre de la cuisine, j'observais ma voisine Madame Rousseau arrosant ses fleurs, complètement inconsciente du drame qui s'était déroulé à quelques mètres de sa paisible maison. Laurent Moreau m'appela l'après-midi suivant, sa voix empreinte d'un mélange d'excitation professionnelle et de préoccupation sincère pour mon bien-être. Il avait passé toute la nuit à examiner les documents et confirma que le matériel était encore plus explosif que nous ne l'imaginions au départ. Les noms impliqués comprenaient non seulement des politiciens locaux, mais aussi des figures influentes du gouvernement national qui avaient bâti leur carrière sur une base de corruption systématique. Laurent expliqua qu'il aurait besoin de quelques semaines pour vérifier toutes les informations et établir un réseau de sources fiables avant de publier quoi que ce soit, mais garantit que mon identité resterait protégée tout au long du processus. Nous convînmes qu'il me contacterait uniquement par l'intermédiaire de Pierre Dubois, établissant une chaîne de communication sécurisée qui nous protégerait d'éventuelles représailles. Quand je raccrochais, je sentis un mélange d'appréhension et de fierté. J'avais fait le premier pas dans un voyage sans retour, mais je savais que c'était le bon chemin. Les jours qui suivirent se déroulèrent dans une étrange normalité de surface, mais j'étais constamment aux aguets de tout signe que notre opération avait été découverte. Je continuais ma routine habituelle, course au marché local, promenade matinale le long de la Saône, visite hebdomadaire au cimetière où Georges reposait, mais chaque activité routinière portait désormais un poids différent. Lors d'une de mes promenades,
je remarquai un homme en costume sombre qui semblait me suivre à une distance respectueuse, et mon cœur s'accéléra jusqu'à ce que je réalise qu'il promenait simplement son chien sur le même itinéraire que le mien. La paranoïa commença à s'insinuer dans mon esprit, transformant des ombres innocentes en menaces potentielles et me faisant questionner chaque regard prolongé d'étrangers. Pierre me rendit visite 2 fois durant cette semaine, toujours sous le prétexte de livrer des colis inexistants, en réalité vérifiant mon état émotionnel et partageant des mises à jour discrètes sur les progrès de Laurent. Ces rencontres devinrent mon ancre de lucidité au milieu de la tempête d'incertitude. La première rupture dans la routine arriva 3 semaines après notre réunion nocturne, lorsque Laurent publia enfin son premier article d'investigation dans le monde diplomatique. Le titre était discret « Réseau d'influence, syndicalisme et politique dans les années 70 ». Mais le contenu était dévastateur, révélant des liens entre des leaders syndicaux corrompus et des politiciens qui occupaient encore des postes importants. Assise dans mon fauteuil préféré, je lus chaque mot avec un mélange de fascination et de terreur, reconnaissant des détails spécifiques que Georges avait méticuleusement documentés des décennies auparavant. L'article ne mentionnait pas de nom spécifique dans cette première partie, mais les implications étaient claires pour quiconque connaissait la politique française de l'époque. Mon téléphone sonna sans cesse tout au long de la journée, mais je maintiens ma décision de ne pas répondre. Laurent m'avait prévenu que la répercussion initiale serait intense et je devais rester discrète. Par la fenêtre, je vis quelques voisins se réunir en petits groupes sur les trottoirs, discutant vivement, journaux en main, et je réalisais que j'avais contribué à planter une graine qui commençait à germer. Le deuxième article parut 1 semaine plus tard, cette fois dans Le Figaro, avec un impact encore plus grand que le premier. Laurent avait réussi à corroborer les informations de Georges avec des témoignages d'autres sources, construisant un dossier solide qui nommait explicitement 3 députés et un sénateur toujours en activité. La matinée apporta une agitation inhabituelle dans notre village tranquille, avec des journalistes arrivant de Lyon pour tenter d'interviewer d'anciens habitants qui auraient pu avoir des souvenirs des événements décrits dans les articles. Je restais chez moi, observant par l'entrebâillement des rideaux, tandis que des reporters frappaient aux portes et posaient des questions auxquelles mes voisins répondaient avec la confusion typique de personnes ayant vécu leur vie, loin des grands drames politiques. Pierre apparut en fin d'après-midi, apportant des baguettes comme excuse pour sa visite, et confirma que Laurent était sous pression de la part d'éditeurs et d'avocats, mais qu'il restait ferme dans sa détermination à exposer toute la vérité. Cette nuit-là, je regardais le journal télévisé national pour la première fois depuis des années, voyant mon petit village mentionné dans le contexte d'un scandale qui secouait Paris, et je ressentis une étrange sensation de surréalisme. Le point culminant de l'enquête arriva à la fin du mois, lorsque le dernier article de la série fut publié simultanément dans 5 journaux européens, révélant des documents prouvant des paiements directs entre hommes d'affaires et politiciens, y compris des photographies que Georges avait prises lors de réunions secrètes. La répercussion fut immédiate et dévastatrice. 2 ministres démissionnèrent le même jour, un sénateur fut arrêté pendant une session du Parlement, et des manifestations éclatèrent dans plusieurs villes françaises. Assise dans ma cuisine, buvant une tisane de camomille, en regardant les nouvelles, je ressentis un mélange complexe de satisfaction et de mélancolie. La justice était rendue, mais le prix avait été élevé pour toutes les personnes impliquées. Laurent m'appela une dernière fois cette semaine-là, me remerciant de mon courage et m'informant qu'il quittait Paris temporairement pour des raisons de sécurité. Quand je raccrochais, je réalisais que ma part dans cette histoire était terminée, mais l'héritage de Georges et ma décision d'honorer sa mémoire résonneraient longtemps. Cette nuit-là, je retournais à l'église où tout avait commencé, allumais une bougie pour l'âme du père Jean et remerciais en silence d'avoir trouvé le courage quand j'en avais le plus besoin. 2 mois s'étaient écoulés depuis la publication des derniers articles, et la vie dans notre petit village avait commencé à reprendre son rythme habituel,
bien que quelque chose de fondamental eût changé à jamais. Les journalistes étaient repartis, les curieux avaient retrouvé leur routine, et les conversations dans les boulangeries et les cafés s'étaient progressivement déplacées des scandales politiques vers des sujets plus courants, comme la météo et les préparatifs du Noël approchant. Je continuais ma routine matinale, mais je marchais désormais dans les rues avec une posture différente, moins courbée, plus attentive, comme si j'avais redécouvert une version de moi-même que j'avais oublié exister. Pendant ces promenades, je rencontrais parfois des voisins qui me saluaient avec un nouveau respect, bien qu'ils ne sachent pas exactement pourquoi. Pierre Dubois ferma sa tabaquerie et déménagea à Avignon, affirmant qu'il voulait se rapprocher de sa fille. Mais nous savions tous deux que son départ était lié à la nécessité de prendre ses distances avec les récents événements. La dernière fois que nous nous sommes dit au revoir, il me serra la main avec force et murmura que Georges aurait été fier. Des mots que je porte en moi comme un trésor précieux. La première lettre arriva un matin de décembre, livrée personnellement par un jeune facteur qui semblait nerveux en sonnant à ma porte. L'enveloppe n'avait pas d'expéditeur, juste mon nom écrit d'une écriture élégante. Et quand je l'ouvris, je trouvai un bref message de remerciement d'une femme inconnue de Marseille, dont la famille avait été lésée par l'un des politiciens dénoncés dans l'enquête. Elle écrivait qu'elle avait enfin obtenu justice après des années de lutte contre un système corrompu et qu'elle savait, par des sources confidentielles, que j'avais joué un rôle déterminant pour que la vérité éclate. Les larmes coulèrent sur mon visage en lisant ces mots, réalisant que ma décision avait eu un impact sur des vies que je n'imaginais même pas. D'autres lettres similaires arrivèrent les semaines suivantes, de syndicalistes à la retraite, de familles et de travailleurs, de personnes simples qui avaient subi des injustices et voyaient maintenant l'espoir d'un changement. Je gardais tous ces messages dans une boîte spéciale, avec le billet original du Père Jean, créant un dossier personnel des résultats tangibles d'une nuit qui avait tout changé. Le nouveau curé de la paroisse, un homme jeune et énergique nommé Pierre-Emmanuel, apporta une perspective nouvelle à notre communauté religieuse. Mais l'absence de la sagesse silencieuse du Père Jean se faisait sentir. Lors d'une des messes dominicales, le jeune prêtre prononça un sermon sur le courage moral qui semblait s'adresser directement à moi, parlant de la manière dont Dieu nous appelle parfois à des actions qui paraissent impossibles, mais qui sont nécessaires pour le bien supérieur. Après la cérémonie, il vint me trouver discrètement et mentionna qu'il avait reçu une lettre du Père Jean, travaillant désormais avec des réfugiés à Marseille, lui demandant de prendre soin tout particulièrement d'une paroissienne qui avait fait preuve d'un courage exceptionnel en des temps difficiles. À ce moment-là, je compris que mon histoire n'était pas un secret pour ceux qui devaient en savoir, et qu'il existait un réseau silencieux de bonnes personnes œuvrant pour protéger ceux qui choisissaient de faire ce qui est juste. Cette découverte me remplit d'une paix profonde, sachant que je n'étais pas seule dans mon cheminement. L'hiver apporta une quiétude particulière à notre village, avec les rues couvertes d'une fine couche de neige qui transformait des paysages familiers en décors de contes de fées. Pendant ces après-midi silencieux, je commençais à écrire mes mémoires, non pas sur les événements récents, que j'avais promis de garder secrets, mais sur ma vie avec Georges, nos rêves partagés, ses convictions politiques et l'amour qui nous avait soutenus à travers des décennies de changements sociaux. Écrire devint une forme de thérapie, me permettant de traiter non seulement les traumatismes du passé récent, mais aussi de mieux comprendre l'homme extraordinaire avec qui j'avais partagé ma vie. Je découvris de vieilles lettres de lui, cachées dans des livres, de petites déclarations d'amour et des réflexions politiques qui révélaient la profondeur de son caractère et sa préoccupation sincère pour la justice sociale. À mesure que je remplissais les pages de mon journal, je sentais que j'honorais sa mémoire d'une manière plus complète, préservant non seulement les documents qu'il avait gardés, mais aussi l'essence de qui il était réellement en tant qu'homme, mari et activiste.
Le printemps arriva avec une explosion de couleurs dans les jardins du village, et avec lui vint un sentiment renouvelé de possibilité et d'espoir que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Laurent Moreau m'envoya une carte postale de Barcelone, où il vivait temporairement, m'informant qu'il avait remporté un prix de journalisme d'investigation pour sa série sur la corruption politique, et me remerciant à nouveau de ma contribution à la vérité. La carte montrait la Sagrada Familia, illuminée par le soleil, et au verso il avait écrit une seule phrase. « L'architecture de la justice, comme celle de Gaudí, prend du temps à être achevée, mais sa beauté est éternelle. » Ces mots résonnèrent profondément en moi, car je compris que ma petite contribution faisait partie d'une structure beaucoup plus vaste de résistance et d'intégrité morale qui s'étendait à travers les générations. Pendant mes promenades matinales, maintenant occasionnellement accompagné par Minou, un chat errant qui avait adopté ma maison comme foyer, je me sentais connectée à un réseau invisible de personnes qui avaient choisi le courage plutôt que la complaisance, la vérité plutôt que la commodité. Le premier anniversaire de cette nuit fatidique, je retournai à l'église pour la messe de 7 heures, portant avec moi toutes les leçons apprises et les transformations vécues au cours de cette année extraordinaire. L'assemblée était pratiquement la même que d'habitude. Des visages familiers, vieillissant avec grâce, des voix connues, chantant des hymnes traditionnels, l'arôme réconfortant de l'encens mêlé au parfum de lavande des dames du premier rang. Mais je n'étais plus la même femme qui avait reçu ce billet mystérieux. J'avais découvert des réserves de courage que je ne savais pas posséder. J'avais affronté des peurs qui semblaient insurmontables et j'avais contribué à des changements qui transcendaient ma petite existence individuelle. Quand le jeune prêtre Pierre-Emmanuel donna la bénédiction finale, je fermai les yeux et remerciai silencieusement non seulement pour l'opportunité de faire la différence, mais aussi pour la compréhension qu'il n'est jamais trop tard pour découvrir qui nous sommes vraiment lorsque nous sommes appelés à agir. La sortie de l'église fut tranquille, sans billets mystérieux ni messages urgents, juste la paix sereine d'une femme qui avait trouvé son but et accompli son devoir avec dignité, courage et amour pour la justice que Georges appréciait tant. Les mois qui suivirent apportèrent une stabilité inattendue, mais aussi une conscience aiguë que ma vie s'était clairement divisée en 2 phases distinctes, avant et après cette nuit transformatrice. L'été arriva avec ses matins dorés et ses longues après-midi qui s'étendaient jusqu'à 22 heures, et je pris l'habitude de m'asseoir dans le petit jardin à l'arrière de ma maison, où Georges avait planté des rosiers qui fleurissaient maintenant avec une exubérance qui semblait célébrer notre victoire silencieuse. Minou, qui était devenu mon compagnon constant, somnolait au soleil pendant que je brodais ou lisais des livres que je considérais auparavant trop complexes pour mon goût, découvrant que mon esprit était devenu plus vif et curieux après avoir affronté des défis qui avaient exigé toute mon intelligence et ma détermination. Les voisins commentaient mon apparence plus radieuse, l'attribuant au beau temps ou peut-être à la compagnie féline, sans imaginer que l'éclat dans mes yeux venait de la profonde satisfaction d'avoir honoré la mémoire de Georges d'une manière qui dépassait ses attentes les plus optimistes. Pendant ces après-midi paisibles, je me surprenais parfois à sourire sans raison apparente, me rappelant la sensation de pouvoir que j'avais ressentie en remettant ces documents. Un après-midi de juillet, alors que j'arrosais les pétunias que j'avais plantées au printemps, une jeune femme s'approcha du portail de mon jardin, hésitante et visiblement nerveuse, portant un bébé de quelques mois dans les bras. Elle se présenta comme Céline, petite fille d'un syndicaliste qui avait travaillé avec Georges des décennies auparavant, et dit que sa grand-mère était décédée le mois précédent, laissant des instructions spécifiques pour qu'elle me cherche si quelque chose arrivait. Les larmes aux yeux, Céline me raconta que sa grand-mère avait toujours soupçonné que Georges possédait des preuves importantes sur des événements qui avaient me ruiné la vie de nombreux travailleurs honnêtes, et qu'elle avait suivi les reportages de Laurent avec grand intérêt, pressentant un lien qui se confirmait maintenant. Je l'invitai à entrer, préparai du thé aux herbes de mon jardin,
et nous écoutâmes ensemble les histoires que sa grand-mère avait racontées sur les temps difficiles des années 70, lorsque des hommes et des femmes courageux se battaient pour la justice dans un monde dominé par des intérêts obscurs. Quand Céline partit en fin d'après-midi, elle me laissa son adresse et promit de rester en contact, créant un pont entre générations qui me remplit d'espoir. L'automne apporta avec lui une douce mélancolie qui s'harmonisait parfaitement avec mon état d'esprit contemplatif, et je commençais à recevoir des visites inattendues de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, avaient été touchées par les événements déclenchés par ma décision courageuse. Un professeur à la retraite de Lyon apparut un matin pluvieux de septembre, expliquant qu'il écrivait un livre sur la résistance civile dans la France moderne et avait entendu des rumeurs sur une dame de notre village qui avait joué un rôle important dans la révélation de la corruption politique. Bien que je ne puisse ni confirmer ni nier sa supposition, je lui offris du thé et des biscuits faits maison, et nous discutâmes longuement de l'importance de préserver la mémoire historique et d'honorer ceux qui choisissent la vérité, au détriment de la sécurité personnelle. Ces questions attentives et respectueuses me firent réaliser que mon histoire, même gardée secrète, était devenue une partie d'un récit plus vaste sur le courage moral qui inspirait d'autres personnes à remettre en question les injustices dans leur propre vie. Quand il partit, il laissa sa carte et demanda la permission de revenir s'il avait besoin de clarifications sur le contexte historique de la région, une requête que j'acceptais avec plaisir. Pendant les premiers jours d'octobre, exactement 2 ans après cette nuit qui avait tout changé, je reçus un colis recommandé qui me laissa profondément ému. C'était un petit paquet envoyé de Marseille, contenant une lettre du père Jean et un rosaire béni qui avait appartenu à sa mère. Dans la lettre, il écrivit sur sa nouvelle vie de travail avec les réfugiés et les immigrants, trouvant un but renouvelé en aidant des personnes qui avaient tout perdu à la recherche d'une vie meilleure. Il mentionna qu'il pensait souvent à moi et au courage que j'avais démontré cette nuit cruciale, me comparant aux femmes bibliques qui avaient choisi la foi plutôt que la peur lorsque Dieu les avait appelées à des missions apparemment impossibles. Le rosaire, expliqua-t-il, avait été utilisé par sa mère pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle avait caché des familles juives dans sa maison, risquant sa propre vie pour en sauver d'autres. Et il sentait que j'étais la bonne personne pour préserver ce symbole de courage et de foi. Je tins les petites perles de bois usées entre mes doigts, ressentant le poids de la responsabilité et l'honneur de perpétuer une tradition de résistance morale qui transcendait les générations et les circonstances. L'hiver arriva plus tôt cette année-là, apportant avec lui une sérénité profonde qui me permit de réfléchir à tous les changements survenus dans ma vie depuis que j'avais reçu ce billet fatidique. Ma santé restait bonne, mon esprit était plus vif que depuis des années, et mon cœur avait trouvé une paix que je n'avais pas ressentie depuis la mort de Georges. Pendant les longues nuits de décembre, lorsque la neige couvrait notre village d'un manteau silencieux, je m'asseyais près de la cheminée avec Minou ronronnant sur mes genoux, lisant des lettres de remerciement qui continuaient d'arriver sporadiquement de personnes dont la vie avait été positivement impactée par les révélations de Laurent. L'une de ces lettres, particulièrement touchante, venait d'un jeune journaliste de Bordeaux qui avait été inspiré par la série d'investigations de Laurent à dénoncer la corruption locale dans sa propre ville, ce qui avait entraîné l'arrestation de plusieurs fonctionnaires corrompus. Il écrivit qu'il connaissait, par des sources confidentielles, ma contribution à l'enquête originale et voulait me remercier d'avoir montré qu'une personne ordinaire peut faire la différence lorsqu'elle choisit d'agir avec courage et intégrité. Ces mots me rappelèrent que les ondes de changement que j'avais contribué à créer continuaient de se propager bien au-delà des frontières de notre petit village. La veille de Noël, alors que je préparais des biscuits traditionnels que Georges adorait et que je partagerais maintenant avec Céline et sa famille lors de leur visite promise, je réfléchis au voyage extraordinaire que ma vie avait pris à 74 ans. La maison était modestement décorée de branches de pin du jardin et de bougies
qui créait une atmosphère chaleureuse et festive. Et pour la première fois depuis la mort de Georges, je sentis que je célébrais non seulement la naissance du Christ, mais aussi ma propre renaissance en tant que femme d'action et de but. Le téléphone sonna pendant l'après-midi, et à ma joyeuse surprise, c'était Laurent qui appelait de Barcelone pour me souhaiter un joyeux Noël et m'informer qu'il avait terminé un livre basé sur son enquête, dédié à ceux dont je ne peux mentionner le nom, mais dont le courage a transformé des documents oubliés en instruments de justice. Quand je raccrochais, j'allumais une bougie spéciale pour le Père Jean, pour Laurent, pour Pierre Dubois, et pour tous ceux qui avaient choisi la vérité quand il aurait été plus facile de choisir le silence. Cette nuit sainte, je m'endormis sachant que j'avais vécu une vie qui comptait, que j'avais honoré mon mari d'une manière qui dépassait ses attentes les plus optimistes, et que je laisserais derrière moi un héritage de courage qui inspirerait d'autres bien après mon départ.